Bonjour à tous, merci d'être avec nous aussi nombreux au Théâtre de la Criée pour clôturer ces rencontres d'Averroès. Nous sommes très très heureux de recevoir la romancière et journaliste turque Aslı Erdogan qui nous fait l'honneur de sa présence ici à Marseille. Alors rappelons Aslı Erdogan que vous avez passé 136 jours en prison, que vous avez été mise en liberté conditionnelle en avril dernier, que votre procès qui n'est pas achevé, ainsi que celui d'autres journalistes accusés d'activités terroristes, a repris à Istanbul le 31 octobre dernier. Mais vous pouvez aujourd'hui voyager en France et en Allemagne notamment. Nous allons parler de votre situation, des atteintes graves aux libertés en Turquie, mais aussi et surtout de votre œuvre et de votre parcours. Vous avez publié des romans et des recueils de nouvelles qui sont édités en France chez Actes Sud. Citons La ville dont la cape est rouge, Le mandarin miraculeux, Les oiseaux de bois ou encore Le bâtiment de pierre. Le dernier livre publié en janvier dernier est un recueil de vos articles parus dans la presse, notamment dans le quotidien Özgür Gündem. Ce sont ces articles-là qui vous ont valu notamment d'être emprisonnés, et ils ont été réunis toujours par Actes Sud sous le titre « Le silence même n'est plus à toi ». Alors, ma première question sera toute simple, Aslı Erdogan. Comment allez-vous et quelle est votre situation aujourd'hui? C'est Valentine Less qui va traduire vos propos tout au long de cette rencontre. Just talking. Hello, thank you for coming here and inviting me here. Well, I left Turkey in the end of September after a long fight to get my passport back because the court lifted the ban on my foreign traveling on 22nd of June, but they didn't give me my passport until the end of August. The police said it is up to the court said it's up to the police, so it seemed stuck in between. Bonjour, merci à tous de m'accueillir ici. Oui, j'ai quitté la Turquie à la fin du mois de septembre à l'issue d'un long combat pour récupérer mon passeport, puisque le tribunal en fait avait décidé de me rendre mon passeport le 22 juin, mais que en fait je ne l'ai pas récupéré avant la fin du mois d'août, parce qu'entre le tribunal et la police, ils se renvoyaient la balle l'un à l'autre, et ça fait que ça a pris une éternité pour que je le récupère. And those days I gave an interview which everybody said was a big mistake. I mentioned at one point, should I go on hunger strike or commit suicide? And the journalist said, maybe we shouldn't put this sentence. I said, why not? I said it. And I don't know, it worked. Or I don't know if it worked, but the same week also, the German parliament had signed some signatures from the parliamenters, so I could go and get the Erich Maria Remarque Prize. And also I was personally invited by the French Minister of Culture. So from both countries there was this push, France and Germany. Et donc avant de récupérer mon passeport, j'ai donné une interview à un journaliste où j'ai déclaré que j'allais finir, si je ne récupérais pas mon passeport, par faire une grève de la faim ou par me suicider parce que c'était plus possible. Et le journaliste m'a dit, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de publier ça? J'ai dit oui, publiez-le. Et apparemment ça a marché puisque la même semaine, j'ai récupéré mon passeport. Et le Parlement allemand a signé une demande pour que je puisse voyager pour recevoir un prix. Éric Maria Remarque. Ok, le prix Éric Maria Remarque. Et ensuite, j'ai été invitée en France par le ministre de la Culture, donc, enfin la ministre de la Culture. Donc j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de ces deux pays pour pouvoir sortir à nouveau de mon pays. Donc aujourd'hui, vous avez posé vos valises en Allemagne. Actually, I haven't. I say I'm living in no man's land, in between the borders. I'm traveling here and there. Oui, je me suis pas vraiment installée. Je vis dans un no man's land. Je voyage à droite et à gauche. And I'm just waiting, in fact, to see how the
court case will evolve, how things will evolve in Turkey. I'm planning to go back as soon as I feel safe. I will go back actually. But what I'm most afraid of is in Turkey now there's the emergency law, and if there is an investigation about you, about anything, just a tweet, they cancel your passport. So if you go in, you might never come out. So this is what I'm more afraid of. Donc moi, pour le moment, j'attends que ce procès donc, soit terminé en Turquie. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir retourner en Turquie. Et j'espère pouvoir le faire dès que la situation sera moins dangereuse pour moi. Mais ce qui me fait très peur en Turquie, c'est qu'actuellement, le pays a passé une loi d'état d'urgence qui fait qu'à la moindre occasion, il suffit qu'il y ait un tweet sur moi ou quelque chose comme ça, on me retirera le droit on me reprendra mon passeport et je pourrai à nouveau plus voyager. Donc c'est surtout ça qui me fait peur si je retourne en Turquie. And of course the case is still continuing, and the prosecutor had asked for life sentence plus 17.5 years, so I should never forget that. Although I'm released from the life and the 10 years, they can still sentence. It's totally arbitrary. It depends on their mood. But still there is also this other 7.5 years. So it's not an easy decision, although most lawyers think I will be acquitted. You never know in Turkey. It's really very, very unpredictable. Donc, le problème, c'est que j'avais donc au départ été condamnée à une sentence d'emprisonnement à vie, plus 17 ans et demi, et donc cette sentence-là a été suspendue puisque j'ai été libérée, mais il y a toujours cette possibilité quand même que la sentence soit rétablie. Et la plupart des avocats disent que je vais sûrement être acquittée à l'issue de ce procès, mais on ne peut pas savoir, les choses sont complètement imprévisibles en Turquie, et il suffit que les juges soient de mauvaise humeur et ça pourrait être à nouveau me retomber dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce qui se passe aujourd'hui en Turquie est en effet complètement imprévisible, c'est-à-dire que ça peut tomber sur absolument n'importe qui, y compris d'ailleurs sur des gens a priori proches du régime, même parfois des juges ont été arrêtés. Yes, I think this is the peculiarity of today's regime. I have lived through 2 junta times, and it's actually different from the junta in the sense that the junta was very predictable. It was black and white like a tank. They crossed every opposition they thought was an enemy. Nowadays, it's even much more lawless. You can't predict who will be arrested next and from what. One of my best friends was arrested from FETÖ. I'm arrested from PKK. One journalist is arrested from all 3, DHKPC, FETÖ, and PKK. How can you be a member of 3 different organizations unless you have a personality split or some real problem? So it's just totally random and totally arbitrary, and this causes much more horror among the people. They look and they see writers being arrested, judges being arrested, businessmen being arrested, parliamentarians being arrested. They say, oh, what will happen to us? If these people are sent to jail, nothing can protect us. And the whole Turkish society is, I think, from whichever political view, doesn't matter, feels very insecure at the moment. Oui, en effet, une des particularités du régime actuel, moi j'ai déjà connu des périodes de dictature en Turquie, une période où c'était une junte militaire qui avait pris le pouvoir, mais ils étaient finalement assez prévisibles, c'était tout noir ou tout blanc, tous les opposants étaient éliminés et au moins c'était simple. Alors qu'avec le régime actuel, ils sont complètement hors la loi, on ne peut jamais prédire qui ils vont arrêter et pour quelles raisons. Donc j'ai des amis par exemple qui ont été arrêtés parce qu'on les accusait d'appartenir à la fois au DHK, au Parti communiste et au PKK, et alors que c'est complètement impossible d'appartenir aux 3 partis en même temps. Et donc c'est toujours des raisons complètement imprévisibles et arbitraires.
Et c'est ça qui crée en fait ce sentiment d'horreur chez les gens, parce que on a l'impression que n'importe qui peut être arrêté, des écrivains, des journalistes, des hommes d'affaires, des parlementaires, ça peut tomber sur tout le monde, et ça fait que les gens ont cette impression que rien ne peut les protéger et qu'ils sont complètement, que tout le monde est menacé. I just give one example to show that the law is completely finished in Turkey, is that one judge was arrested in the court just because he questioned too much. He was a bit too insistent, asking questions to a Secret Service person. This is the end of law, I think, if a judge is arrested in the court. Sorry, I laugh, but in a way it's very funny. They give a break and hope the judge goes to jail. No one can feel secure in such a society. I mean, it's totally with a phone call you are in jail, with another phone call you are out. And nobody knows if they will ever come out again. This is the worst part, because there is no law. They can sentence you to half a year or life sentence. They ask life sentence for almost everybody, or at least 40 years. I mean, so it is completely horrifying, I think, like a concentration camp. Un exemple pour vous montrer à quel point la loi en Turquie ne veut plus rien dire, c'est que par exemple, récemment, il y a un juge qui a été arrêté en plein tribunal, simplement parce qu'il avait posé trop de questions à une personne qui appartenait au service secret. Donc on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Donc des situations comme ça montre que c'est la fin du droit. Voilà, et je rigole un peu, mais c'est vraiment pas une situation qui est drôle. Et personne n'est en sécurité. Il suffit d'un coup de téléphone et vous vous retrouvez en prison. Après un coup de téléphone et on vous sort de prison. Si jamais, vous ne pouvez jamais savoir à quoi vous en tenir. Vous pouvez, pour la moindre inculpation, vous retrouver avec une sentence à vie. Donc c'est des situations complètement imprévisibles et complètement hors du droit. Quand on lit vos livres, Asli Erdogan, vos articles comme vos textes de fiction, on se rend compte à quel point ils résonnent avec votre situation, avec ce que vous avez vécu récemment. Le thème de la prison, de l'enfermement revient régulièrement. Ce sont des textes qui parlent aussi beaucoup de la violence. Notamment dans Le bâtiment de pierre, qui est un livre inspiré d'un centre de détention très connu des habitants d'Istanbul. C'est un livre qui parle de la torture, de l'emprisonnement de prisonniers politiques, des enfants des rues également, qui sont battus et torturés. Pour écrire tout ça, dans ce livre-là, vous avez choisi non pas une approche frontale, mais une approche qu'on pourrait qualifier d'élégiaque, d'onirique. Comment avez-vous trouvé la forme juste pour écrire cette violence insoutenable? Well, it's a question I have been circling around all my writer's life. How to tell the untellable? How can you make literature out of Auschwitz or torture? Should we make literature out of that? Or at what point the literature should stop? How far can it go? C'est vraiment une question autour de laquelle j'ai tourné pendant toute ma vie d'écrivain. C'est vraiment comment dire l'indicible, comment écrire sur comment est-ce que la littérature peut s'emparer de choses comme Auschwitz, la torture, comment est-ce qu'elle peut le faire, est-ce qu'elle peut le faire, où est-ce qu'elle doit s'arrêter, où sont les limites? And I tried actually different approaches. In this book, I wanted to find the language of the trauma. I had never been to prison, but all my friends were. And torture wasn't something I had read a lot about and written a lot about. I had read many letters from tortured people. In fact, this book was criticized by some people in Turkey for being too poetic. And they say poetry is not the right language for a stone-like reality. When I was in jail myself, I totally disagreed with them. My experience of the trauma of the prison and the custody was exactly like my book. Very strong black and white images that you can't rip out of your brain, like the choir of the tortured children, and then a big cloud surrounding it. I mean,
I think anybody who's telling a very detailed narrative about a trauma is actually doing fiction. The trauma doesn't speak that way. It's always surrounded by a huge cloud. Et donc j'ai essayé différentes approches. Et pour ce livre, j'ai essayé de recréer le langage du traumatisme. Et à l'époque, je n'avais jamais été en prison, mais j'avais beaucoup lu de témoignages de gens qui avaient été torturés, des lettres écrites par des gens qui avaient été en prison. Et donc c'est de ça que je me suis inspirée. Et quand le livre est sorti, il y a eu des critiques en Turquie qui m'ont reproché d'avoir écrit un livre trop poétique. Des gens qui ont dit la poésie, ce n'est pas le langage adapté pour écrire sur ces expériences. Mais en fait, quand plus tard je me suis retrouvée en prison, mon expérience du traumatisme m'a montré que c'était exactement comme ça que je le ressentais finalement. C'était à la fois des moments très forts, entièrement en noir et blanc, avec des images qui restaient inscrites, que je ne pouvais pas effacer de mon cerveau, et le tout entouré d'un espèce de nuage, de flou comme ça. Et donc finalement, c'était très adapté à ces expériences du traumatisme. Et je trouve qu'à l'inverse, les gens qui écrivent des récits d'événements traumatiques de manière très détaillée, avec des narrations très précises, pour moi, ce n'est pas ça le langage du traumatisme. C'est de la fiction. La narratrice de ce livre est une femme qui a fait l'expérience de la prison et qui va prendre le relais des prisonniers, qui va parler en leur nom, mais c'est aussi quelqu'un qui communique avec les morts, enfin qui fait parler les morts. Et il y a beaucoup ça aussi dans votre œuvre, comme une manière peut-être de lutter contre une amnésie organisée. Well, in this book, I tried a different technique where the narrator is actually not one person, but it's like a chorus line, and everybody steps out front and continues the narration. And there is a woman, there is a betrayer, there is someone who is going to be betrayed, there is someone who is going to commit suicide. There is an angel and a madman. And the angel and the madman, they both have, their faces are split into two unequal parts with a scar. J'ai essayé donc dans ce roman, la technique que j'emploie, le narrateur en fait n'est pas une seule personne. Il y a comme une ligne de chœur avec à chaque fois un narrateur qui s'avance hors du chœur et qui parle et qui reprend la narration. Et donc ces différents personnages, ces différents narrateurs, il y a une femme, il y a un personnage qui va trahir quelqu'un d'autre, il y a un personnage qui va être trahi, il y a une personne qui va se suicider, et il y a un ange et un homme fou qui ont tous les deux le visage divisé en deux par une cicatrice. And who is telling what part of the story is in a cloud? And only in the end, the first person, I becomes the narrator. Only in the final moment, I go up to the stage and say, okay, I take the responsibility for all these persons, and even the angel. And there is someone missing, yeah. So who is the missing? Who is the betrayer? Who is the betrayed? Who is the one who never comes out of the stone building? It's me. It's all in the same person. One part of us betrays, the other part in us knows what it means to be betrayed. One part of us dies in a trauma, the surviving part goes away. Like one part of me is still in prison, you are seeing the survivor Aslı. And this I wanted to say in the book, I don't know if I managed, but the victim and the oppressor, the betrayed and the betrayer, can rarely hear each other. They don't hear each other's voices. Et donc seulement à la fin du roman, après avoir entendu toutes ces voix, donc j'explique que toutes ces voix, c'est moi, et je prends la responsabilité de ce récit. Et en fait, le seul personnage qui manque à toute cette liste de narrateurs et qui ne quitte jamais l'immeuble de pierre, c'est moi. Et ce narrateur qui est moi contient à la fois celui qui trahit et celui qui est trahi, celui qui meurt d'un traumatisme et celui qui parvient à s'en aller. Moi-même, il y a une partie de moi qui est restée en prison et une partie qui a quitté la prison. Donc, j'essaye finalement de réconcilier toutes
toutes ces parties du moi qui ne s'écoutent pas et qui sont inconciliables aussi d'une façon. And of course, this book is based on true stories. I mean, it didn't, of course, pass on one night, but I had been to that notorious torture center. And of course, it's an elegy to a real person who has been missing since '98. And I got unconfirmed death news in 2002. So there is, maybe the pain is visible to the reader. In fact, I am saying goodbye to somebody who never came out of a stone building, and surely I'm feeling like the betrayer as the surviving one. This is I think, called the guilt of the survivor. Primo Levi has described it very well. One article I said that the feeling of Barabbas, that I feel like Barabbas all the time, that others die and I get off the cross. I name it the guilt of the Barabbas. Et donc, bien entendu, ce livre s'inspire d'histoires vraies, bien que toutes ces histoires ne se soient pas passées en une seule nuit. Moi-même, j'ai été dans cette cet immeuble de pierre, dans ce centre de torture, et je fais référence à une personne que je connaissais qui a disparu en 1958 et dont la nouvelle de la mort a seulement émergé en 2002. Et donc, je pense que cette douleur, elle est visible pour le lecteur. Ce livre, c'est aussi l'occasion pour moi de dire au revoir à quelqu'un qui n'est jamais sorti de cette prison et vis-à-vis de qui je me sens un peu comme une traître. Je me sens coupable parce que moi, j'ai survécu. Je me sens un petit peu comme le personnage de Barabbas, c'est le voleur qui est descendu de la croix alors que Jésus est resté crucifié et est mort. Et donc ce complexe de Barabbas et du survivant, c'est quelque chose que j'exprime dans le livre. Comment avez-vous commencé à écrire de la fiction? Vous avez commencé à écrire très jeune. Vous étiez une enfant surdouée, Asli Erdogan? I was a very peculiar child. I learned to read and write and add, subtract, divide at the age of 4 of my own. And they discovered my intelligence was over certain limits, but on the other aspects of life, I was quite retarded. I was a very extremely shy, introvert, awkward child who couldn't even tie a knot. And reading was my only refuge, I guess, in a very violent childhood, violent years of junta, 1971, 72, with the police busting our apartment. But I never thought of being a writer, in fact, for a long time. Oui, j'étais une enfant assez particulière. J'ai appris à lire et à écrire toute seule quand j'avais 4 ans. Et donc, ils ont découvert que j'avais cette intelligence qui était un peu extraordinaire. Mais par d'autres aspects, j'étais très en retard. J'étais une enfant très, très timide, très introvertie. Je savais rien faire de mes mains, j'arrivais pas à attacher mes chaussures. Et donc, pour moi, la lecture est devenue un refuge. D'autant plus que j'ai eu une enfance assez violente, puisque j'ai connu quand j'étais petite l'arrivée au pouvoir de la junte militaire en 71-72, la police qui a fait irruption dans l'appartement de mes parents, qui a tout détruit, donc je me préservais de tout ça en lisant. I wrote my first poem when I was 10, but it was hidden, it was a secret. My grandmother, who was a poetess herself, published it. And I felt so humiliated when I saw my text published. I didn't show anything. In fact, I didn't write for a long time until I was in my 20s. Et j'ai écrit mon premier poème à l'âge de 10 ans, mais pour moi c'était quelque chose de très caché, très secret. Et ma grand-mère, qui était elle aussi une poétesse, l'a fait publier. Et pour moi j'étais très humiliée, très vexée de cette publication. Je l'ai montrée à personne, je suis restée très, très, très vexée par ça. Et ce n'est qu'à 20 ans que j'ai commencé à écrire de la fiction. But I think I really started writing at CERN. I used to work 14 hours a day as a physicist and
go to my little room and write all night. The Miraculous Mandarin it's a very nocturnal book. Was written in these circumstances every night, and it was an act of survival for me. Writing was a way of not going crazy at CERN. Et ensuite, donc, quand j'ai commencé à écrire, je travaillais beaucoup, je faisais de la physique et je travaillais 20 heures par jour, donc j'avais des énormes journées. Et ensuite, quand je rentrais chez moi, la nuit, j'écrivais. Et c'est là que j'ai écrit pendant la nuit les miracles. Le mandarin miraculeux. Le mandarin miraculeux. Et qui est un livre très nocturne. Et pour moi, c'était vraiment un acte de survie pour ne pas devenir folle. D'écrire ce livre, ça a été très important. Alors justement, vous avez fait un long détour par les sciences et par la physique avant de revenir à l'écriture. Pourquoi ce détour alors qu'au fond, vous écriviez depuis que vous étiez enfant? Vous avez été obligé au fond de faire des études de sciences? No, I actually did like physics. I was passionately in love with physics. Like everything I do in life, I did with passion, classical ballet as well. When I went to CERN, I realized that working at CERN is another issue. I mean, the institutions are different from the science itself. I was imagining a place full of Heisenbergs and Einsteins, people discussing the secrets of the universe. I saw, of course, a game of power, huge politics, the biggest science organization, of course, the power fight is very big. What do you expect there to be angels? And I was very disillusioned by the world of physics. And later on, of course, I discovered that writing is different from being a writer. And these two sometimes can actually damage each other. The same with physics. Being a physicist, leading the life of a physicist is completely different from physics itself. I mean, it's maybe I say better to have a platonic love affair with physics. Don't touch it. Non, j'aimais beaucoup la physique. J'étais vraiment passionnément amoureuse de la physique. Et j'ai tendance à être très passionnée dans ce que je fais. C'était la même chose avec la danse classique aussi. Mais donc, je suis allée travailler au CERN. Et je me suis aperçue à cet endroit-là que les institutions de l'université et de la recherche étaient complètement différentes de la science elle-même. Et moi, j'avais ce rêve d'être comme Einstein et de découvrir les secrets de l'univers. Et je me retrouvais finalement dans des jeux de pouvoir et des choses très politiques, des gens qui poursuivaient le pouvoir. Et donc, j'ai été très déçue par le monde de la physique. Et ensuite, de même que j'ai découvert plus tard que écrire, c'est pas la même chose qu'être écrivain. À cette époque-là, j'ai découvert que être physicien, c'est pas la même chose que faire de la physique. Et donc voilà, j'avais cette espèce d'amour platonique pour la physique qui a ensuite disparu après cette expérience. Mais cette expérience au CERN à Genève, alors que vous transfigurez par la fiction, c'est aussi votre première expérience de l'exil. C'est un livre qui décrit une très grande solitude. Yes, this is actually my first written book. I was 25 and still had the courage of the beginner. And I used a very strong metaphor there. The narrator is a one-eyed woman. And as a physicist, I can see the physicist there of the symmetries. The book is actually goes in the breaking of symmetries. But there are no other clues. I mean, you have to look very carefully. I don't mention anything from physics. I don't steal metaphors from physics. But I can tell this person has some training in physics, the writer. And I think it's an early confession that I told the reader, look, I have some limits. I see half the reality. I will tell you about the darkness, the void, the missing, but don't expect me to tell you the colors. I don't see them. I am semi-blind, and I said it at a very early age, at 25.
Ça, c'est mon premier livre donc, que j'ai écrit à 21 ans. Et j'avais vraiment à l'époque le courage du débutant. Et j'emploie cette métaphore qui est celle la personnage de la narratrice, qui est une femme qui n'a qu'un seul œil. Et donc, il est beaucoup question de symétrie dans enfin, il y a toute une structure symétrique et des symétries brisées qui finalement reflètent l'approche que j'avais dans la science physique, même si le livre ne fait à aucun endroit de mention explicite de la physique. Il n'y a pas d'éléments vraiment de physique, mais en tout cas, c'est inspiré par ma pratique à ce moment-là. Et en fait, c'est une confession finalement que je fais déjà très jeune, à l'âge de 25 ans. Je dis au lecteur d'une certaine manière que j'ai mes limites, que j'ai un seul œil et je vois la moitié de la réalité. Je vois le côté sombre, je vois le vide, je vois l'absence, ce qui manque, et il ne faut pas attendre de moi que je vois les couleurs et l'autre aspect de la vie. Donc je reconnais ce côté divisé qui est en moi. Mais justement, ce motif de l'œil ou des yeux est très présent dans vos textes. Yes, the eye, the vision, the wound is very, very present in my writing, and the split, and this even in the angel. My angel is scarred into two unequal parts, and of course death and loneliness and pain. I'm a very dark, very dark writer. Oui, effectivement, le thème de l'œil et de la vision revient beaucoup dans mes textes, et aussi cette idée de la division, de la coupure, ce personnage de l'ange qui a un visage qui a une cicatrice qui lui barre le visage en deux parties. Voilà, j'écris beaucoup sur le thème de la mort, de la solitude. Je pense que je suis une auteure plutôt très sombre. Votre deuxième expérience de l'exil, vous l'avez faite au Brésil, quand vous êtes parti alors pour travailler encore une fois en tant que physicien. Alors c'est une expérience qui a été douloureuse, mais vous en avez fait un livre, un roman, La ville dont la cape est rouge. Well, actually, my CV has a positive and a negative, like a photograph. And the negative of the CV, actually, I had to leave Turkey. For Brazil was a refuge for me because at that time I had been writing some letters about Africans arrested and put into a camp, and nobody had published me. I was not a writer, I was only a physicist. And I was getting into trouble because I tried to tell this story of the 157 Africans in a camp, and I used a very strong word saying this is a concentration camp because these people haven't been taken to judge. So I had to leave Turkey. Actually, Brazil was the option I jumped into. I used my physicist career to be able to leave Turkey. Oui, effectivement. Alors mon CV a des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc là en l'occurrence, l'aspect négatif, c'est qu'il fallait que je m'en aille de Turquie, et le Brésil a été un refuge pour moi. À l'époque, j'avais écrit des lettres sur la situation de 157 Africains qui ont été arrêtés et internés dans des camps. Donc j'ai écrit sur leur situation avec des mots assez forts. Je comparais ça à des camps de concentration, puisque ces gens avaient été arrêtés sans jugement. Et donc ça m'a attiré des ennuis et je devais quitter la Turquie. Donc j'ai profité de cette occasion que j'avais grâce à ma carrière dans la physique de partir au Brésil pour me mettre à l'abri. And I landed in Rio, 94, Rio, which was the most dangerous city in the world, statistically. Not knowing anything, not knowing Portuguese, and into that violence, running away from Turkey. So imagine the big shock. And it's my favorite book, The City in the Crimson Cloak, because I think I was 30 only when I wrote it. I'd never been able to go so deep again in confronting death or mortality. I think it's in Rio. Rio taught me a lot. I mean, the Orpheus Negro. When I landed in the city, I remembered the film Orfeo Negro, and I met the corpses on the streets as the Özgür did.
And I think no other place in the world has taught me the story of the human being as Orpheus, that we are mortals and we have to confront this land of the dead. Oui, donc j'ai atterri à Rio en 1994 et c'était la ville la plus dangereuse du monde à l'époque. Donc je suis arrivée là-bas sans savoir rien sur cet endroit et donc je fuyais la Turquie pour me retrouver dans cet endroit d'une extrême violence. Ça a été un gros choc pour moi. Et ce livre, la ville au Dans la Capée Rouge, pardon, c'est mon livre préféré. C'est un livre que j'ai écrit à 30 ans. Et en étant à Rio, j'avais jamais eu l'expérience si profonde de la mortalité et de la mort et de la mortalité de l'humain. Et c'est quelque chose que Rio m'a appris. Je me suis imprégnée de cette histoire du film de Orfeo Negro et de ce personnage de l'histoire d'Orphée, en voyant les cadavres dans la rue et des choses comme ça très dures. Ça m'a rappelé à l'histoire de l'humanité finalement et à l'histoire de la mortalité de l'humain. And I think in the book, Özgür and Rio, the city and the protagonists are face to face in a mirror game, mortal mirror game, or a chess game, and they reflect each other's violence. And in that sense, I think Özgür and Rio are perfect partners. And in fact, with me too. I think I found my chess partner in Rio. It was such a strong city, and it almost killed me. And I fell in love with the city as a response. Et donc dans le livre, la ville et le protagoniste se retrouvent face à face. Il y a toujours ce face à face entre les deux, comme un jeu de miroir, comme un jeu d'échecs aussi, où le personnage et la ville se reflètent chacun l'un à l'autre, leur mortalité et leur violence. Et donc ils sont comme des partenaires parfaits. Et pour moi aussi, comme pour le personnage du livre, Rio était vraiment la partenaire parfaite à ce moment-là. Une ville très forte, une ville qui m'a presque tuée, mais dont je suis tombée folle amoureuse. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous vous êtes dit que vous étiez un écrivain professionnel et que vous vouliez ne faire que ça? Well, when I finished the book, actually when I started writing The City in Crimson Cloak, I was very ill. I was 43 kilos and with an undiagnosed illness, fainting 20 times a day. And everybody believed I had gone mad in Rio and was anorexic, but I was almost relieved when it turned out to be a tumor. And when I finished the book, believe me, it's totally true, I'm not creating myths about my writing, I was cured. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, la ville dans le manteau, Dont la Capée Rouge. Dont la Capée Rouge, pardon. J'étais très malade en fait. J'avais une maladie, je pesais plus que 43 kilos. J'avais une maladie qui n'était pas diagnostiquée. Je m'évanouissais tout le temps à longueur de journée. Tout le monde croyait que j'étais anorexique. Et j'étais presque soulagée quand on a découvert qu'il s'agissait d'une tumeur. Et finalement, quand j'ai fini d'écrire ce livre, j'étais soignée. But I was in a very finished state. I felt like all my personality was gone out of me. I was like a little cat. Anybody called me, I would jump onto the lap. I had literally no personality left. And I was afraid of going mad. And perhaps I was. I couldn't just get out of the book. I became too much Özgür. I wanted to die like Özgür. And then, also I was very poor, of course. I had quit physics. My husband had left me while I was writing the book. Somewhere halfway in the middle of the book, I was so much into the book, I didn't even notice his leaving. But I had to face the real life. I mean, bills to be paid, my electricity cut, house in a big mess. And then Radical, that time was the new left-wing, but still mass media, we can call paper, almost like Libération, or tried to be like Libération of France. They asked if I would be their columnist. And
agreed. I had to find a way to earn money. Quand j'ai fini ce livre, j'étais vraiment dans un état d'épuisement complet. J'avais l'impression que ma personnalité avait disparu. J'avais peur de devenir folle, et peut-être que j'étais en train de devenir folle. J'arrivais plus à me sortir de ce livre, et j'avais l'impression que j'allais finir comme le personnage du livre. Je voulais mourir comme lui, et j'étais dans cet état de gros troubles de la personnalité. Par-dessus le marché, j'étais très pauvre, je ne travaillais plus, j'avais perdu mon emploi de chercheuse en physique. Mon mari m'avait quittée pendant que j'étais en train d'écrire le livre, mais j'étais tellement absorbée que je m'en étais à peine aperçue. Je devais faire face à des choses de la vie quotidienne, mes factures, la maison qui était complètement en désordre, tout était catastrophique. Et c'est à ce moment-là que ce journal turc, qui est un journal de gauche, un peu l'équivalent du Libération en France, m'a contacté et m'a demandé si je voulais écrire des chroniques pour eux. And this is actually, I think, how I became professional. I started to make my living for writing a column, and still today I don't know if I did right or wrong. Some people say you have stolen so much from your literature by being a columnist. I only wrote a column for altogether 6 years of my life, but somehow my columnist writing surpassed all other literature, and I still today cannot decide, was it a mistake, was it right, but I did enjoy being a columnist. I did try to be a literary writer in the newspaper too. I mean, literature is not in the Ebony Tower for only in novels or in Nobel Prize or whatever. Literature is to communicate to people, and newspaper can be a perfect place for that. Your space is limited, your time is limited, and you are telling the story of real people. You are trying to tell the reality, and I felt the responsibility of a doctor almost. In the novel, I can send Özgür to death, but in the real life, in the newspaper, if I'm writing about Ahmet or Aslı or Ayşe, I have to be, with extreme care. Ahmet is maybe alive or maybe dead, but there is his relatives reading that, there is the police reading that, and you have to be also very careful with the facts in the 90s Turkey. Et donc c'est à ce moment-là que je suis devenue écrivain professionnel. Finalement, j'ai commencé à gagner ma vie en écrivant. Alors je ne sais pas si c'était un bon choix ou un mauvais choix. Il y a des gens qui me disent qu'en devenant journaliste, en devenant chroniqueuse, je laissais de côté la littérature et je renonçais d'une certaine manière à la littérature. Je ne peux pas vraiment en décider. Ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et surtout, je pense que la littérature, ça ne se trouve pas seulement dans les romans, dans les prix Nobel et dans la grande littérature, mais que ça se trouve aussi, le journalisme, c'est comme la littérature, il s'agit de communiquer avec les gens. Dans un espace, dans une quantité d'espace et une quantité de temps limitée, il s'agit de raconter les vies de gens réels. Et ça il y a une vraie responsabilité qui est attachée à ça. Moi, je me sens presque comme un docteur dans ma pratique de chroniqueuse, alors que dans les romans, je peux écrire sur la vie, la mort et des choses plus librement comme ça. Dans mes chroniques, je sais que je suis responsable des gens sur lesquels j'écris. Il y a leurs familles qui peuvent lire les textes, il y a la police qui peut lire les textes. Donc j'ai vraiment je dois adopter une prudence et une responsabilité vis-à-vis de ce que j'écris. And I can give you some solid examples in the 90s with some of the texts, some of my articles. I think it was actually my best columnist time. Unfortunately, they are not translated to French. But I did touch taboos like rape, torture. Even the word Kurd was a taboo back in the 90s. And I always did this with a very literary language, with metaphors, but the true stories of true people. And very rarely, we could take people out of jail. I remember a case of... Et dans les années 90, donc il y a des exemples très forts d'articles que j'ai écrits. Pour moi, c'était mes meilleurs articles. Malheureusement, ils n'ont pas été traduits en français.
mais j'ai écrit sur des situations comme le viol ou la torture, qui étaient des choses très taboues dans les années 90. Et j'utilisais tout le temps un langage littéraire, avec des métaphores, avec une langue assez poétique, pour raconter des histoires vraies et des histoires des gens. Et parfois, en écrivant, on pouvait arriver à faire sortir quelqu'un de prison, par exemple. There was a Kurdish villager woman who had cancer, and according to Turkish law, the people at the terminal state of a disease are released to die at home. And in her case, that article was not activated. And me and 2 other columnists wrote on her case, and we said this is her right to die at home, and they activated and they released her. A woman in her 50s, very badly tortured, and she had cancer of the uterus. And I remember this feeling of victory, very foreign feeling to me, when I read in the papers she was released. Par exemple, il y a eu cette femme qui était une prisonnière politique kurde qui était malade de cancer, et il y avait un article dans la loi turque qui disait que les prisonniers qui sont en phase terminale d'une maladie doivent être relâchés. Et dans son cas, cet article de loi n'avait pas été appliqué, donc elle était toujours en prison. Et donc avec un autre journaliste, nous avons écrit sur son cas en réclamant qu'elle ait le droit d'être chez elle et de mourir chez elle. Elle avait été torturée, elle avait un cancer de l'utérus et elle était très, très malade. Et en tout cas, je me rappelle, donc on a réussi à la faire libérer, et je me rappelle de ce sentiment de victoire, d'avoir réussi à obtenir ça. And then 8 months later, I read her death in the papers, and I remember this feeling of victory, and I felt so ashamed. And I said, you have written a novel about Orpheus, but you haven't understood the myth of Orpheus. There is no victory against death. It is only temporary. And I understood what about my novel actually, or about mortality, actually through my column. When faced with not my own death, but with the death of the other. Actually, this is the scene in my book when Özgür meets a dead woman. Sometimes you write things, but you don't know their real meaning. And life puts meaning into what you have written, perhaps, much later and in very bitter lessons. Et donc, 8 mois plus tard, j'ai appris que cette femme était morte, et j'ai eu ce sentiment de victoire en apprenant qu'elle était morte. Et d'un seul coup, j'ai eu très honte d'avoir ressenti ça. Et je me suis dit, voilà, j'ai écrit un roman où je parle du mythe d'Orphée, mais je n'ai pas vraiment compris le mythe d'Orphée. Il n'existe pas de victoire contre la mort, il n'y a que des victoires temporaires contre la mort. Et donc, finalement, c'est en écrivant cet article de journalisme que j'ai compris la mort d'une manière bien plus profonde que ce que j'avais fait dans mon travail de romancier. Donc j'avais écrit dans ce roman une scène où le personnage rencontre une femme morte, mais tant que ces scènes que j'écrivais dans la fiction, finalement c'est la vie, l'expérience réelle et l'écriture journalistique qui m'a permis de les comprendre dans leur vérité. Quelle est l'importance de l'écoute dans votre écriture? Quand on lit vos textes, et notamment vos textes de journalistes traduits dans ce recueil « Le silence même n'est plus à toi », on a l'impression que vous êtes vraiment à l'écoute de la rue, que le rythme de la langue est extrêmement important. I had said in one of my poetic prose texts, I'm semi-blind or half-blind. In fact, I have very poor vision, but very strong sense of hearing. And because I was also trained as a dancer, rhythm is a very important element in my writing. And in fact, if I don't hurry up for the deadline of a newspaper, if I read the text aloud until I get the right rhythm. For me, the rhythm is the most important element. And in fact, in the stone building, I
perhaps use techniques of counterpoint and harmony. Music is very important in my life and writing. Though I have poor ears, I can't play violin, like every woman in my family plays violin. I have a very strong sense of rhythm. I don't know from where it comes from. And it's in the writing too. J'ai écrit un poème en prose où je dis que je suis à moitié aveugle, et c'est vrai que j'ai une très mauvaise vue en fait. J'ai une très bonne ouïe par contre. Donc quand j'ai appris la danse quand j'étais enfant, le rythme était très important et il reste très important dans mon écriture. Donc quand j'écris, à moins d'être pressée par une date pour rendre un article, quand j'écris, je lis mes textes à voix haute jusqu'à trouver le rythme qui marche bien. Et donc pour moi, le rythme des mots est très important. Et dans l'immeuble de Pierre, il y a tout un travail sur les contrepoints, les harmonies, la musicalité, parce que la musique compte beaucoup pour moi. Alors malheureusement, comme j'ai toutes les femmes de ma famille jouent du violon, moi je n'ai pas appris à jouer du violon, mais le rythme et la musique sont très importants pour moi. And in those texts, again, the poetic prose, one of the two texts are actually named as what voices or what sounds, is the same word in Turkish, voice and sound, do we hear? And it goes on for 2 pages. If we listen hard enough, we can even hear the tunes of the dead or mixing into the roots of the trees, I'd say, or somewhere, what do you call this in English? A tree to hang people. This being... yeah, the gallows. If you listen hard enough, you can hear the gallows being prepared somewhere in the far end of the world. You can hear that. It's 2 texts actually on that. What do we hear? And if we want to hear, we can hear the angel playing the trumpet on a poster or things like that. Well, it makes sense in the text. Now when I say it, it looks a bit mad maybe, but... Et dans ce poème en prose, donc le motif, le refrain qui revient de manière récurrente dans le texte, c'est qu'est-ce qu'on entend, quel est le son, quelle est la voix qu'on entend, puisqu'en turc le mot voix et le mot son sont le même mot. Donc on entend les chants des morts qui se faufilent dans les racines des arbres, on entend le bruit des potences qui sont montées, on entend les trompettes des anges et ainsi de suite. J'ai l'air un peu folle en racontant tout ça, mais c'est donc ces sons qui reviennent comme ça. La poésie revient à plusieurs reprises dans vos propos. Le titre de ce recueil, Le silence même n'est plus à toi, est inspiré d'un poème de Séphéris. Est-ce que ça fait partie de vos références importantes? Yes, I actually read much more poetry than prose. And in fact, with the years, as I get older, I read much less prose, much less novels, but I like poetic prose and poetry more than anything else. And I read also a lot of mythology and also religious texts. Yeah, there are references to many poets in my books, from Celan to Rilke to Seferis to Kavafis. I don't feel I'm good enough to write a full essay on them. I can't write. I'm not a critic. But I try to go deeper and deeper into their literature by references, especially with Celan. I've tried many times to go into his text, and even with the Egyptian Book of the Dead, the same book is called In the Silence of Life. This poetic prose. Actually, I took a poem from the Egyptian Book of the Dead and tried to rewrite it with the 20th century voice. When the party says, my heart. It's a very, very risky metaphor these days. Nobody says my heart unless you look ridiculous. But what is it to a 20th century person who knows concentration camps, who knows Heidegger? How can we say heart again?
Oui, je lis beaucoup de poésie. En fait, je lis plus de poésie que de prose. Et plus je vieillis, plus je lis de poésie et moins je lis de romans. Donc, je lis beaucoup de poésie et je lis beaucoup de mythologie aussi. Et en effet, dans mes livres, je fais beaucoup de références aux poètes que j'aime, comme Rilke ou Celan ou Paul Celan. Paul Celan. Donc voilà, je ne pense pas être assez forte pour écrire un essai entier sur la poésie, mais en tout cas, j'essaye de faire des références à la poésie pour travailler toute cette matière. Et dans mon texte In the Silence of Life, donc c'est dans le silence de la vie, je pars du livre des morts égyptiens. Et j'essaye en fait de réécrire ce texte de l'Égypte ancienne avec une voix du XXe siècle. Et en reprenant en particulier ce qui revient dans ce texte, mon cœur, en me demandant, maintenant plus personne écrit mon cœur, c'est quelque chose qu'on n'écrit plus au XXe siècle, après Heidegger, après les camps de concentration, j'essaye de retrouver un moyen d'exprimer, de parler, de dire mon cœur pour une personne du XXe siècle. Quelle a été l'influence de vos parents dans votre construction intellectuelle? Ils étaient militants? Actually, I like to say I learned everything on my own, even reading. I come from a middle-class family. They were well educated, but not the top intellectuals. My father was an engineer, my mother an economist, and they were very leftist, not anymore. Well, my parents had a big library of more or less leftist writing and realist literature. But I think what was lucky in my life was that I won the exam to Robert College. Robert College is an American school. Usually you have to pass a very difficult exam, and usually rich kids go. We had many writers, including Orhan Pamuk, and many prime ministers from there. And there I had the chance to read Shakespeare at the age of 14, or the Trojan Woman, Euripides. I think with my family's library, I would have never discovered Kafka again at the age of 14. I think it was a very big chance for me, that school, and they had a very good literature program. J'aime bien me dire que j'ai tout appris tout seul, même à lire, mais oui, effectivement, je leur dois des choses. Mais mes parents appartenaient à la classe moyenne, c'était des gens bien éduqués, mais qui n'étaient pas des intellectuels de haut niveau. Mon père était ingénieur et ma mère était bibliothécaire. C'était des gens qui étaient très à gauche à l'époque, bon, plus trop maintenant, mais mon père avait une bibliothèque avec beaucoup de livres, des textes politiques, des textes d'extrême gauche. Mais ce n'est pas là que j'ai développé mon éducation littéraire, puisque j'ai eu la chance d'être prise à l'examen d'entrée du Robert College, qui est une école américaine. Et c'était un examen très difficile. Il y a beaucoup de gens par exemple, Orhan Pamuk, ou des ministres et des politiciens qui ont été dans cette école. Et c'est là que j'ai eu la chance de lire Shakespeare à 14 ans, Euripide, Kafka, voilà, des choses que j'aurais jamais eu la chance de lire si j'avais dû lire seulement les livres de mon père. I think my struggle with my father worked both ways. I think I admired he was very active in politics, but he was also a person of too much presence. He becomes the leader, the director, the chief everywhere. Even in a small union he goes, even if there's 5 people, he has to be the president. Me, I'm just probably a reaction to him. I'm very passive. I never worked in organizations, legal ones, I mean, or illegal. I can't, this game of this table of power, I'm a loser. I mean, I can't even work with 2 people without them making them angry at me or something. I just can't cope with this. Probably reaction to him, where he rules everywhere. I always worked alone, wrote my articles alone. My political fight, which is basically my column or my letters about the African spirit,
we're always alone. So I can't say I'm a politically active person. Very recently, I learned to organize a few things like a peace chain. Avec mon père, en fait, la difficulté, il y avait vraiment les deux côtés chez lui. À la fois, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que c'était quelqu'un qui était très actif politiquement, mais d'un autre côté, c'était quelqu'un qui a une trop forte présence, qui est toujours le leader, le chef, le directeur. Si vous lui donnez un groupe de 5 personnes, au bout de 2 jours, il se retrouve président du groupe. Il est tout le temps dans cette position de leader. Et moi, au contraire, je suis quelqu'un de très passif. Je peux jamais fonctionner dans une organisation. S'il y a des rapports de force, je suis tout de suite en position de faiblesse. Je peux pas travailler avec 2 personnes sans qu'elles se mettent en colère contre moi. Enfin, c'est peut-être une réaction à ce côté très de cette position de pouvoir qu'avait mon père. Moi, au contraire, je travaille seule, j'écris mes articles seule, je mène mon combat poétique seule. Et donc, je peux pas vraiment dire que je suis une activiste politique, même si au cours des dernières années, j'ai appris un petit peu à m'impliquer dans l'action. I organized 3 years ago a peace chain in the border of Kobane, for example, to open a human corridor so the wounded can enter and medicine could pass. And this was the last chain that was actually left in peace. The week after, they opened fire on the peace chain and killing one lady, one 28-year-old girl, university PhD student. And I wrote the text, I don't know if it's not in the French, but in the German translation, reference to Rilke, the land that's called life. It's one of my favorite texts, and I wrote as an elegy to her death. Donc oui, une des actions que j'ai réussi à mener, c'était il y a 3 ans quand j'ai organisé une chaîne pacifique à la frontière pour essayer d'ouvrir un corridor humanitaire pour laisser passer les blessés et l'aide médicale. Et cette chaîne a été la dernière qui a pu être menée de manière pacifique, puisque la suivante qui a eu lieu, l'armée a ouvert le feu sur les gens et a tué une jeune fille de 28 ans qui était une étudiante en doctorat. Et donc j'ai écrit un texte sur cette jeune fille qui n'est pas traduit dans le recueil français mais dans la version allemande, et où je fais référence à Rilke et à la terre que l'on appelle cette terre que l'on appelle la vie, et donc je parle de l'expérience de cette jeune fille. Vous avez écrit sur tous les tabous de la société turque. Est-ce que tout au long de ces années, vous aviez le sentiment du danger, et est-ce que vous savez, au fond, quel texte ou quel mot a déclenché les foudres du pouvoir contre vous, rétrospectivement? Well, in the 90s, when I first wrote about 3 Kurdish girls who were raped, I called them girls, they were under 18, children, by paramilitaries. This was the first time I got threat calls. In fact, I didn't understand it was a threat call. It was so subtle. And I was so naive. And then I got used to it. But as I said, I would prefer to write in the 90s. I knew the law perfectly. I had read it. I knew how to deal with it. And sometimes there is no way. You know you are facing 3 years by writing about that. Everything was more honest. The police was more honest. They threatened you, but they didn't try to put false evidence in your apartment. This started in the last years. And, dans les années 90, j'ai écrit un article sur 3 jeunes filles kurdes qui avaient moins de 18 ans qui ont été violées par des militaires. Et après avoir écrit cet article, j'ai reçu des coups de téléphone de menaces de la part de la police. Et à l'époque, c'était tellement subtil que j'ai même pas compris en fait que c'était des menaces. Et j'étais aussi assez naïve.
Mais en tout cas, j'étais habituée, ça c'était dans les années 90, et je préférais ce contexte-là où au moins je connaissais la loi et je savais comment traiter ces situations. Je savais que quand on écrit certaines choses, on peut se prendre 3 ans de prison, et je savais comment ça fonctionnait. En un sens, c'était plus honnête. La police était plus honnête à l'époque. Ils émettaient des menaces, mais ils n'allaient pas cacher des preuves dans votre appartement, ce qui est le cas maintenant. I think, yeah, in 2015, when the war had restarted in Turkey, I was in Krakow, in a writer's residence, and I couldn't follow what's happening. Turkey is not a country you can follow through internet. I took a short trip and I went to Diyarbakir, and I had only half an hour in Sur, which was at that time not yet besieged. You could enter. And I gave an interview there. I think that's what really made them angry first time. Et en 2015, la guerre a repris en Turquie. À l'époque, j'étais à Cracovie en résidence d'écrivain et je comprenais pas, j'arrivais pas à suivre ce qui se passait en Turquie parce que c'est des choses qu'il n'est pas possible de suivre à distance par l'internet. Et donc j'ai pris l'avion, j'ai atterri à Sour et à l'époque la ville n'était pas assiégée et j'ai donné une interview à la presse et ça s'est très mal passé apparemment. And then I returned in the end of the year. And I saw a documentary about the last final months of Turkey. We watched it in a big theater like this, and I realized people's hearts had been already hardened. They had been watching these things for months. I was like a tourist after coming back after a year. And there in this documentary there was a part in Cizre, a small Kurdish town. The police said, those who have white flags, come out. You can come out with a white flag. And it was totally ruins. And 7, 8 people came out, waving frantically their white flags. Old women, men, and children with a little pushcart, their last belongings. And there was the automatic fire of the automatic guns, and all were shot. Et donc je suis revenue en Turquie à la fin de l'année, de cette année-là, et je suis allée voir un documentaire qui était sur les événements des mois écoulés en Turquie, dans un théâtre comme celui-ci. Et quand j'y suis allée, je me suis aperçue que les gens, et c'était déjà endurci après tous ces événements, les gens avaient l'air d'avoir subi des choses très dures, et moi j'arrivais un peu comme une touriste. Et j'ai regardé donc ce documentaire, il y a une scène qui est filmée dans une petite ville kurde, où à un moment la ville est assiégée, la police dit aux gens qui portent un drapeau blanc de sortir, et donc les gens sortent en agitant des drapeaux blancs, sortent de leur abri. Il y a des hommes, il y a des femmes âgées, il y a des enfants qui poussent leurs charrettes avec leurs affaires, et la police ouvre le feu à la mitrailleuse sur ces gens. And I wrote that scene, in fact twice, because I still cannot get out of my brain the sound of the light machine gun. It's lighter than even rain, the sound. And then I wrote about in Cizre, in the same place, in the cellars, people were burned alive. Nobody knows the total number, 150 or 200. And I used a technique by Heimrat Becker. Et ce documentaire, je l'ai regardé 2 fois. J'arrivais plus à me retirer de la tête le son des mitrailleuses. J'ai écrit ensuite sur ce village où, par la suite, on a découvert que des gens avaient été brûlés vivants dans des caves. 200 personnes ont été brûlées vivantes. Et donc j'ai repris la technique de ce poète autrichien qui s'appelle Heimrat Becker. I had actually used that technique before writing about the Soma. The 300 miners died. It's a technique actually like how to tell Auschwitz. This was his question. And he says quoting is enough. And now I am quite experienced with that. Quoting from documents, from autopsy reports. This hypnotic, this boring, dull, bloodless language of documents
creates a very hypnotic effect on the reader. And there, if you can put one or two sentences, they hear the voice of the victim. And I wrote an article called, it's not in the book, This is Your Father. Donc j'ai utilisé la technique de ce poète autrichien qui avait écrit, qu'il avait développé ça pour écrire sur Auschwitz et qui disait il suffit d'utiliser des citations, les citations suffisent. Et donc pour écrire ce texte, je me suis appuyée sur des documents, des rapports d'autopsie, des rapports, des documents administratifs qui avaient toute cette langue très plate, très austère et très ennuyeuse et qui créent un effet hypnotique pour le lecteur qui permettent d'entendre les voix des victimes. Et donc c'est ainsi que j'ai écrit cet article donc, qui s'intitule Ceci est ton père, qui n'est pas dans le recueil non plus. And this article ended with a quotation. It's all quotations from autopsy reports of a 12-year-old child completely burned, lower jawbone, telephone calls to European Parliament, save us, they are going to burn us. My husband's corpse, I can't get the guy who called, and I give the name, then his wife's quotation, I can't get my husband's corpse for 2 weeks. And in the end, it ended, again, quotation, they gave me a bag of 5 kilos of ash and bones, and they said, it is your father. Et donc ce texte n'est qu'une suite de citations, donc des citations de rapports d'autopsie, l'autopsie d'un petit garçon de 12 ans qui a été brûlé, et aussi des retranscriptions de coups de téléphone, des gens qui disent j'arrive pas à mettre la main à obtenir le corps de mon mari ou de ma femme. Un document qui montre que une personne, on lui a rendu le corps de son mari sous la forme d'un sac de cendres de 5 kilos avec des cendres et des os à l'intérieur. And my mother read the text and she said, 1:30, she called me crying. It moved her a lot. These articles really get very strong reactions from the readers, this Hamrat Becker technique. But she said, please, I beg you, don't write like this. Turkey is not a country you can write like that. And the same week, our leader said, those who defend the rights of terrorists will be treated worse than the terrorists. And then I wrote the second article on Gisre. Et donc, après avoir publié cet article, j'ai reçu un appel à 1h30 du matin de ma mère qui était en larmes. Elle venait de lire l'article. C'est vrai que c'est un article qui a eu des effets très forts sur les gens. Et ma mère donc était en larmes. Elle me disait, s'il te plaît, n'écris pas des choses pareilles. La Turquie n'est pas le lieu pour écrire des choses pareilles. Et la même semaine, notre président a déclaré ceux qui défendent les droits des terroristes seront traités pire que les terroristes. Et évidemment, moi j'ai écrit un second article après ça. Well, the United Nations report says 2,000 civilians were killed in 2015 in that region. 2,000 civilians. And I am being accused of putting terrorists as civilians. In fact, I don't say anywhere in any of the articles who are these dead people. I don't say they are civilians or they are this. I don't care. I mean, 150 people were burned alive. I have no way to know who they were. I only have witnesses of the autopsy reports and their relatives. And plus, I don't say actually anything. They are all quotations. None of it is my actual sentence. I quote from legal documents, legal newspapers, only quotations. And then they accuse me of being a leader of PKK for these 2 articles. Donc, dans cet article, j'explique qu'un rapport a été publié par l'ONU disant que 2000 civils avaient été tués en 2015. Donc, j'explique dans cet article, on ne peut pas m'accuser de faire l'apologie du terrorisme. Moi, je ne me demande pas s'il s'agit de terroristes ou de civils. Quand il y a 150 personnes qui sont brûlées vives, je ne sais pas s'il s'agit de terroristes ou de civils. Et de toute manière, moi-même, je ne dis rien. Je ne fais que citer des rapports d'autopsie, de documents légaux, de journaux officiels et ainsi de suite. Je ne me prononce pas sur ces actions.
Et donc j'ai publié cet article, suite à quoi on m'a accusé d'être une dirigeante du parti kurde, du parti communiste kurde, et voilà. Mais c'est bien la preuve que c'est vraiment la littérature qui est attaquée, puisque ce qu'on vous reproche, c'est le fond, mais c'est aussi la forme. Yes, I guess it's very complicated to see because in Turkey at the moment there are many writers in jail. In fact, PEN International said in our total history we have never seen so many writers in jail. Nowhere. Oui, c'est assez compliqué. En Turquie, il y a beaucoup d'écrivains en prison. L'ONG PEN International a déclaré récemment qu'il n'y a jamais eu autant d'écrivains en prison qu'en Turquie actuellement. But of course, I was arrested on the pretext that I was one of the advisors to the newspaper. They didn't arrest me for my writing. In fact, those articles about Cizre was published in March, and the prosecutor didn't open cases against me. In fact, there are hundreds of cases against Özgür Gündem or any journalist has dozens. None of my articles, including those now in my file, had ever been taken to court. The prosecutor knows perfectly well that these are quotations, and you can't punish a person for quoting from legal documents. They know perfectly there is nothing illegal in my writing. Well, in March, no cases against me. In August, they arrest me with the heaviest charge and put those articles as evidence. To a few sentences. How can you tell someone is a terrorist from his or her writing? I mean, this is beyond any rational thinking and any law. But they can't, of course, arrest you from your books or something like that. They arrest writers also, along with many other people, on pretexts. And usually they find this pretext associated with the press. That you are not what you have written actually, but the fact that you have written for that paper is enough. So literature, in my case, yes, I think what made them so angry was actually literature. They don't know it themselves, but they have never heard of Heimrat Becker until I said it in the court. But of course they arrested me for being the literary advisor of Özgür Gündem. That was the reason, official reason. C'est toujours très complexe parce que moi, par exemple, j'ai été arrêtée sous prétexte que j'étais la conseillère littéraire d'un journal. Mais ces articles eux-mêmes dont je vous parle sur ce village kurde, ils n'étaient pas directement visés par le procès, puisque ces articles, quand j'ai été jugée au mois de mars, ils n'ont pas été pris en compte, puisque de toute façon, les tribunaux, les juges savent que je ne fais rien d'illégal dans ces articles, vu qu'ils ne sont composés que de citations, qui ne sont pas de moi, donc il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais en fait, on trouve des prétextes qui sont contenus hors des écrits eux-mêmes pour arrêter des écrivains et des gens qui produisent des textes littéraires. Donc je pense que effectivement, sans le savoir, ce qu'on me reproche, c'est la littérature, c'est mon travail littéraire, mais qu'ensuite on trouve des prétextes comme mon association avec tel ou tel journal pour me poursuivre. Un mot peut-être, il nous reste assez peu de temps, de l'arrestation d'une figure importante le 1er novembre, Osman Kavala, qui est un milliardaire rouge qui a aidé beaucoup d'intellectuels. Pourquoi cette arrestation est un symbole? Well, I think he's chosen as one of us to be punished for his virtues, not for you. In Turkey, you are not punished for your crimes; you are punished for your virtues. And he's he's the only rich man I have ever met my whole life.
that really gives money, his fortune away for culture, for democracy, for civil society, for the peace between Turks and Armenians, between Turks and Kurds, Turks and Greeks, all the taboos. And he is the founder of the first art center in Diyarbakir, in a Kurdish city, and which I worked for his team. And I think he's a very, very unique person. People love to do things unless nobody likes to put his hand into his pocket and pay for freedom or for democracy. This is where we are very stingy. But he did. He did pay. He spent a fortune, I think, on art centers, cultural centers, on civil society. And such a harmless man, in fact, like me. And he is now accused of such heavy charges, like even being the head of the Gezi uprising. If you meet the man, you will find how ridiculous. He's such a soft-spoken gentleman from Robert College and all this. And I don't think Gezi uprising had a leader anyway. But yeah. Cet homme qui a été arrêté, donc c'est tout comme nous écrivains, c'est quelqu'un qui a été puni pour ses vertus, puisqu'en Turquie on ne vous punit pas pour vos crimes, mais plutôt pour vos vertus. Et cet homme, c'est un homme qui est le seul homme riche que je connais qui donne toute sa fortune pour la culture, pour la démocratie, pour créer des centres d'art, des centres culturels, pour promouvoir la paix entre les Turcs et les Arméniens, les Turcs et les Kurdes, les Turcs et les Grecs. C'est quelqu'un qui est très actif, qui a ouvert un centre d'art où j'ai travaillé, qui est vraiment une personne très unique et très généreuse, qui a vraiment dépensé beaucoup de sa fortune pour les causes qui lui tiennent à cœur. Et c'est d'autant plus, cette arrestation est d'autant plus ridicule que quand vous rencontrez cet homme, donc il a été accusé d'avoir mené un soulèvement lors du coup d'État. Et quand vous voyez cet homme, c'est l'homme le plus doux et le plus inoffensif qu'on puisse voir. Donc c'est vraiment des accusations ridicules. Comment vos livres circulent aujourd'hui en Turquie? Actually, I was after I went to jail, my literature was remembered again. Back in '90s, for a while, I was the princess of the Turkish literature. But when I started writing my column, that crown was taken and gently given to another lady who could carry it more elegantly. And there was kind of an aura of silence around my work. Also, I had too many health problems and I was not very productive. And when I went to jail, to the surprise of everybody, suddenly I became a bestseller and there was no problem whatsoever that reached my books. And I think my publisher made a lot of money from me. Yeah, I didn't. They made money out of me. And so I can't complain. I have reached many writers, especially the young generation, who had forgotten me for a long time. En fait, après être sortie de prison, j'ai connu vraiment une vague de succès, de regain de succès très importante. Dans les années 90, j'étais un peu la princesse de la littérature turque et par la suite, quand j'ai commencé à faire du journalisme, ma couronne s'est un peu ternie et a été redonnée à d'autres personnes un peu plus complaisantes avec le régime. Et donc, quand je suis allée en prison, quand je suis sortie de prison, d'un seul coup, mes livres sont devenus des best-sellers. Les gens ont eu aucun problème à se les procurer. Et mon éditeur a gagné pas mal d'argent grâce à moi. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre. Ça m'a permis aussi d'être redécouverte par la jeune génération, par des jeunes écrivains et qui avaient oublié mes œuvres. But you shouldn't think that everything was without any problems. I mean, giving one solid example, when the foreign visitors for the Istanbul Book Fair came and they wanted to make a special corner for me. My Turkish publisher didn't collaborate. In fact, he's Kurdish. And the book fair made a lot of trouble. I mean, the Frankfurt Book Fair, Alexander Skippis had to really insist, even to get a special corner for me. To put my books.
Or one musician who wrote a tweet about my books, he also had a regular job, he was fired next day. There was also pressure on people who were supporting me, enormous pressure. And there was another example. There were meetings in front of the prison twice a week, and sometimes musicians played. They were usually paying some price, losing their jobs, the police threats, and a prize I had received, and it was arranged to be given by the daughter of the president. She said, I will not give the prize to her, so they took my prize back. It was given to someone else. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu j'ai pas eu de problème en Turquie. Par exemple, quand il y a eu le salon du livre d'Istanbul, les visiteurs qui venaient des pays étrangers s'attendaient à ce qu'il y ait sur le stand de mon éditeur un coin qui soit dédié à mon travail. Mais mon éditeur turc n'a pas voulu installer une zone spécialement pour moi. Les gens du salon de Francfort ont insisté, mais ils n'ont pas réussi à obtenir ça. Il y a un musicien qui a écrit des textes sur mon livre et il a aussitôt perdu son travail. Donc il y a eu pas mal de pressions qui ont été faites sur les gens qui me soutenaient. Quand j'étais en prison, il y avait des musiciens qui se réunissaient 2 fois par semaine, des gens qui se réunissaient et des musiciens qui jouaient des concerts devant la prison. Et la plupart, ils perdaient leur travail presque aussitôt. Ils recevaient des menaces de la police et ainsi de suite. On m'a décerné un prix littéraire en Turquie qui devait être remis par la fille du président et elle a refusé de me remettre le prix et donc on m'a repris le prix, on l'a donné à quelqu'un d'autre. C'était pas un prix littéraire, c'était un prix pour le succès de sa vie en général. Est-ce que vous réussissez à écrire, enfin, je crois que vous travaillez un livret de ballet. Quel est votre présent? Est-ce que vous réussissez à écrire hors de votre pays? Oh, it's always a very painful question. Are you writing at the moment? Well, I give myself some time to be able to go back to normal life. Now I'm a bit traveling too much and facing the audiences, which is always stressful, actually. But I think I need this. I need some time to recover. But very recently, I really started to miss writing. It started to hurt me now that I can't write. I think it's just the time. The time is coming, but I mean, I had many post-traumatic syndromes until very recently. Amnesia, I forgot everything. I talked to people on phone, made an appointment, shut the phone and forgot immediately. You can't really write in that state. Or I had nausea, I had insomnia. At first I have to put my body in shape a bit to go into the stressful journey of writing, which will again have very high demands from me, from my body and soul. So I'm giving myself time. C'est une question un peu douloureuse. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez quelque chose en ce moment? C'est toujours difficile d'y répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que je me donne le temps encore de retrouver une vie normale. En ce moment, bon, je voyage beaucoup et par ailleurs aussi, j'ai besoin de temps pour me retrouver, pour me remettre. Je commence tout juste, en fait. J'ai commencé récemment à ressentir le manque de l'écriture, à sentir une douleur de ne pas écrire. Donc je pense que le moment approche. Mais je dois d'abord me remettre sur pied. Je souffre encore de symptômes de symptômes post-traumatiques. J'ai des problèmes d'amnésie. Des fois, je passe un coup de fil à quelqu'un et puis je raccroche et je me rappelle plus qui j'étais en train d'appeler. J'ai du mal à dormir. J'ai des nausées. Donc, il faut vraiment que j'arrive à remettre mon corps en état pour pouvoir reprendre ce processus de l'écriture qui est très exigeant pour le corps aussi et qui demande d'être en forme. Donc voilà, je me donne le temps de m'y remettre.
And I think this is one project I've been invited to, and I accepted with pleasure to write some texts for Mozart's music. I don't know if I will be able to write them actually, but something I would like to try. In fact, maybe I'm also so tired of politics. Writing poetic prose to Mozart's music seems like a heaven to me at the moment. Et donc oui, j'ai été invitée à écrire des textes pour des musiques de Mozart. Donc je ne sais pas si je vais y parvenir, mais en tout cas, pour moi, c'est un très beau projet et j'ai passé tellement de temps à tellement travaillé sur des écritures journalistiques qu'écrire de la prose poétique sur de la musique de Mozart, ça devrait être un plaisir. Merci. Merci beaucoup, Asle Erdogan. On vous retrouve à l'espace librairie pour une séance de dédicace. Merci vraiment d'avoir passé tout ce temps avec nous. Et merci à toute l'équipe des rencontres d'Averroès pour leur accueil. Voilà, c'était une belle clôture. Merci à tous.